sortez-les de ma vue. Je me fiche qu'ils aient des billets. J'ai une réputation à tenir. Le cri résonna dans la cabine de première classe d'Azur Ligne Aérienne, vol 9002 à destination d'un charmant village en Provence. Pierre et Monique, un couple digne célébrant leur 40e anniversaire de mariage, restèrent figés alors qu'une hôtesse de l'air leur arrachait leur verre de grand cru. Ils pensaient avoir réservé le voyage d'une vie. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient assis sur le siège préféré de Chloé, une femme qui croyait que son nom de famille lui donnait le droit de réécrire les règles de l'aviation. Mais Chloé ignorait qui Pierre appelait sur son téléphone jetable. Elle a volé leur siège à 20h. À 20h30, la compagnie aérienne tout entière cessait d'exister. L'air humide du terminal 2 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle sentait habituellement le kérosène et le stress, mais à l'intérieur du salon privé Vanguard, l'air était parfumé au thé blanc et au thym. Pierre ajusta les manchettes de son blazer en lin bleu marine. C'était un homme à la stature calme, ses cheveux poivre et sel, le visage marqué par le genre de patience qui ne vient qu'en élevant 3 enfants et en bâtissant une entreprise à partir de rien. À côté de lui était assise Monique, sa femme depuis 40 ans. Elle était radieuse dans une robe en soie émeraude qui captait l'éclairage tamisé du salon. Elle serrait nerveusement sa carte d'embarquement, son pouce traçant les lettres dorées en relief. La résidence, siège 1A et 1B. Pierre, chuchota TL, se penchant pour que le concierge qui versait leur badois n'entende pas. Tu es sûr que c'est raisonnable? Le prix? J'ai vu la facture sur le comptoir la semaine dernière. C'est plus cher que notre première maison de campagne. Pierre sourit, ses yeux se plissant au coin. Il prit sa main, sa paume rugueuse couvrant ses doigts manucurés. Monique, on a mangé des baguettes et du jambon beurre pendant 5 ans pour que je puisse acheter cette première Renault 4. On a raté des vacances. On a raté des concerts. Tu ne t'es pas plainte une seule fois en 4 décennies. Si je veux t'emmener en Provence dans une suite qui a sa propre douche, je vais le faire. Et puis, il fit un clin d'œil, une lueur espiègle dans le regard, les affaires ont été bonnes ce trimestre. La fusion logistique avec le groupe Stratford a été validée. Monique secoua la tête en souriant. Toi et tes fusions. Tu as pris ta retraite il y a 2 ans, Pierre. Ou du moins, c'est ce que tu as dit. Je suis consultant, corrigea Théil doucement. Je donne juste des conseils maintenant. Et mon conseil pour vous, madame, est de boire cette eau ridiculement chère et de vous préparer à être choyée. Il voyageait avec Azur Ligne Aérienne, une compagnie boutique qui s'était récemment rebaptisée comme le summum du luxe céleste. Il ne voyageait pas juste en première classe. Il voyageait dans la résidence, un appartement privé à 2 sièges au nez de l'Airbus A380. C'était commercialisé comme le siège le plus exclusif au monde. Le salon était clairsemé, occupé seulement par quelques magnats de la tech en sweat à capuche et un politicien à l'air somnole dans un coin. C'était calme, paisible, le genre de silence que l'argent achète. À 19h15, le concierge s'approcha d'eux. Monsieur et madame, nous sommes prêts à vous embarquer maintenant. Vous avez une voiture privée qui vous attend sur le tarmac pour vous emmener directement au pied de l'avion. Monique serra la main de Pierre. Une voiture privée. Oh, Pierre. Ils furent escortés par un ascenseur privé, contournant les fils chaotiques de la sécurité, les tout petits hurlants et les foules épuisées. Une Citroën 2CV noire, impeccablement restaurée et luisante, les attendait sur le tarmac, le moteur ronronnant doucement une touche vintage chic exclusive à la compagnie. Ils se glissèrent sur la banquette arrière en cuir, regardant les énormes oiseaux de métal de l'aéroport dérivé. Lorsqu'ils arrivèrent au jet d'Azur Ligne Aérienne, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de bleu violet et d'orange. Ils montèrent les escaliers et furent accueillis par la chef de cabine, une femme nommée Valérie avec un chignon serré et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais qui était suffisamment professionnel. « Bienvenue à bord. » dit Valérie en vérifiant leur billet. « Par ici. La résidence est prête pour vous. » La suite était époustouflante. Bois d'acajou poli, siège en cuir italien couleur crème qui se convertissait en lit double, et un écran numérique plus grand que la télévision de leur salon. Une bouteille de grand cru millésimé reposait dans un seau à glace, perlant de condensation froide. Je pourrais m'y habituer, ria Monique en s'installant dans le siège 1A. Elle passa sa main sur l'accoudoir en cuir souple. Vraiment. Pierre s'assit en 1B, étirant ses jambes. Il sortit un petit carnet usé de sa poche, une vieille habitude.
Il aimait prendre des notes sur la qualité du service. C'était l'homme de logistique en lui. Il remarquait toujours les détails. Le vin est une belle touche, murmura-t-il en notant une ligne. Pendant 20 minutes, c'était parfait. Ils trinquèrent. Ils prirent un selfie, riant de leur propre maladresse avec l'angle de la caméra. L'avion commença à se remplir derrière eux. Le bruit des passagers de classe économique et affaires était étouffé par les lourds rideaux insonorisés qui séparaient la résidence du reste du monde. Pierre ressentait un profond sentiment de paix. Il avait réussi. Il avait offert le monde à Monique. Puis le rideau s'ouvrit violemment. Ce n'était pas un glissement doux. C'était un coup violent qui fit onduler le lourd tissu. Là se tenait une femme qui semblait avoir été découpée dans un magazine de mode et collée dans la réalité avec trop de colle. Elle était grande, portant un tailleur Chanel blanc qui coûtait plus cher qu'une berline moyenne. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un carré agressif et tranchant. Des lunettes de soleil surdimensionnées, totalement inutiles dans une cabine faiblement éclairée, cachaient ses yeux. Derrière elle traînait un homme qui ressemblait plus à un porte-bagages qu'à un être humain, portant 4 énormes sacs de voyage Louis Vuitton. La femme ne regarda pas Pierre. Elle ne regarda pas Monique. Elle regarda directement l'espace vide où ses bagages devraient être. « Lucas » hurla-t-elle, sa voix brisant l'atmosphère calme comme du verre tombé au sol. « Lucas, pourquoi y a-t-il des gens dans mon salon ?» Un steward nerveux, Lucas, se précipita dans la suite derrière elle. Il avait l'air terrifié. La sueur perlait déjà sur sa lèvre supérieure. « Mademoiselle Chloé, s'il vous plaît, bégaya Lucas. Nous avons un vol complet aujourd'hui. Ces passagers ont réservé la résidence il y a des mois. » Chloé baissa ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient d'un bleu glacé et remplis d'un sentiment de droit terrifiant et vacant. Elle regarda Pierre et Monique pour la première fois, son regard les balayant avec une confusion totale, comme si elle avait trouvé une tache sur son tapis. « Réservé ?» Chloé rit, un son dur, semblable à un aboiement. « Lucas, chéri, tu sais qui je suis. Je suis Chloé. Mon père est le PDG de Kensington Media. Je m'assois toujours dans la résidence. C'est mon siège. Je suis arrivé de Milan ce matin et j'ai besoin de dormir en route vers la Provence. Sortez-les. » Pierre posa son verre lentement. La condensation laissa un rond humide sur la table en acajou. Il ne se leva pas. Il n'éleva pas la voix. Il tourna simplement la tête et croisa le regard de Chloé. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit Pierre, sa voix étant un grondement bas et régulier. « Ma femme et moi avons payé pour ces billets. Nous célébrons notre anniversaire de mariage. Peut-être y a-t-il eu une erreur avec votre réservation, mais nous sommes déjà installés. » Chloé le fixa, la bouche légèrement entr'ouverte. C'était comme si un meuble lui avait soudainement parlé. « Pardon ?» cracha-t-elle. Elle se tourna vers Lucas, claquant des doigts devant son visage. « Est-ce qu'il vient de me parler, Lucas ? Pourquoi les laisses-tu me parler ? Règle ça maintenant ou j'appelle papa et tu serviras du café dans une station-service en Lozère dès demain matin. » L'atmosphère dans la cabine changea instantanément. Le luxe et la chaleur s'évaporèrent, remplacés par une tension froide et tranchante. La main de Monique alla à son collier, ses doigts tremblant légèrement. Elle regarda Pierre, les yeux écarquillés. Elle détestait les conflits. Elle avait passé sa vie à apaiser les choses, à rendre les situations acceptables pour les autres. « Pierre, » chuchota-t-elle. « Peut-être devrions-nous juste. »« Non », dit Pierre doucement à son intention, puis il reporta son attention sur le steward. « Lucas, c'est ça ? Nous avons des cartes d'embarquement. Nous avons des bagages enregistrés. Nous sommes assis. Veuillez escorter cette dame à son siège assigné afin que nous puissions nous préparer au décollage. » Lucas avait l'air de vouloir disparaître. Il se tordit les mains. « Monsieur, je... » « Eh bien, vous voyez, mademoiselle Chloé est une VIP Global Service avec Azur Ligne Aérienne. Elle est influenceuse niveau diamant et sa famille. Je me fiche qu'elle soit la reine d'Angleterre, » dit Pierre, sa voix se durcissant. « Nous avons payé le tarif plein. Vérifiez les billets. » Chloé s'avança plus loin dans la suite, envahissant leur espace personnel. Elle laissa tomber son sac Hermès Birkin sur les genoux de Pierre. Pierre regarda le sac,
puis le saisit par la poignée et le posa fermement sur le sol dans l'allée. « Ne touchez pas à mes affaires !» hurla Chloé. Elle sortit son téléphone, un iPhone plaqué or, et commença à filmer. « Et les gars, c'est Chloé. Vous n'allez pas le croire. Je suis sur le vol Azur 9002, et la compagnie a fait une double réservation sur mon siège, et il y a ces gens qui le squattent. Ils refusent de bouger. Je tremble littéralement en ce moment. Je ne me sens pas du tout en sécurité. » Elle braqua la caméra directement sur le visage de Monique. Monique se détourna, protégeant son visage avec sa main. « Arrêtez de filmer ma femme, » dit Pierre en se levant cette fois. C'était un homme grand, et malgré son âge, il avait encore les épaules larges d'un homme qui avait travaillé manuellement dans sa jeunesse. Il dominait Chloé. Chloé recula d'un pas, mais garda la caméra active. Il est agressif. Vous voyez ça les gars? Il me menace. Lucas. Aboya Pierre. Contrôlez cette passagère. Lucas, paniqué, prit une décision. C'était la mauvaise décision, née de la lâcheté et de la peur du nom de Jean-Pierre, qui était placardé sur les panneaux publicitaires de tout Paris. « Monsieur Pierre, » dit Lucas, la voix tremblante. « Puis-je vous parler dans l'office un instant ?» Pierre hésita, puis acquiesça. « Monique, reste ici. » Il sortit de la suite pour rejoindre le petit office séparant la première classe du cockpit. Lucas ferma le rideau, mais Pierre pouvait encore entendre la voix perçante de Chloé se plaignant de l'odeur du parfum de Monique. « Écoutez, » chuchota Lucas frénétiquement. « Je suis désolé, d'accord, mais vous ne comprenez pas. La famille de Chloé. Il possède pratiquement l'agence de marketing qui gère Azur Ligne Aérienne. Si elle n'est pas contente, des têtes tombent. Nous avons quelques sièges libres en classe à faire. Ce sont des sièges lits. Très confortables. Si vous bougez volontairement, je peux vous offrir un bon de réduction de 500 € sur un futur vol. » Pierre fixa le jeune homme. « Vous voulez que je déplace ma femme du siège que j'ai payé 20 000 € pour notre 40e anniversaire parce qu'une enfant gâtée veut s'y asseoir, et vous m'offrez un coupon de 500 €? Ce n'est pas juste ça, » implora Lucas. Le commandant Stéphane, il connaît la famille. S'il apprend qu'elle est contrariée, il va prendre son parti. S'il vous plaît, monsieur, rendez les choses faciles. Vous autres, vous savez comment c'est. Vous ne voulez pas d'ennui avec la police. Les yeux de Pierre se plissèrent. L'air dans l'office sembla chuter de 10 degrés. Vous autres? Lucas pâlit, réalisant sa gaffe. Je voulais dire les passagers. Vous savez, les passagers civils. Elle est VIP. Je suis un client payant, dit Pierre, sa voix glaciale. Je retourne à mon siège. Si cette femme est toujours là, je m'attends à ce que vous la fassiez partir. Si vous ne le faites pas, je déposerai une plainte formelle auprès de la DGAC et du ministère des Transports avant même que nous atterrissions. Pierre se retourna et traversa le rideau. La scène qu'il découvrit fit bouillir son sang. Chloé était assise sur son siège, le siège 1B. Elle avait enlevé ses chaussures et avait ses pieds posés sur l'ottoman. Monique se recroquevillait dans le coin du siège 1A, les larmes aux yeux. Chloé mangeait les noix du bol de Pierre. Enfin, dit Chloé sans lever les yeux de son téléphone. Est-ce que Lucas t'a expliqué comment fonctionne le monde? Tu peux prendre tes sacs. Je crois que les compartiments au-dessus de la rangée 45 ont de la place. Pierre ne s'assit pas. Il resta debout dans l'allée, bloquant la vue depuis le reste de la cabine. Sortez de mon siège, dit Pierre. Oblige-moi, ricana Chloé. Je suis une influenceuse avec 5 millions d'abonnés. Si tu me touches, je ruine ta vie. Je ferai en sorte que tu perdes ton travail, ta petite maison, tout. Tu sais qui sont mes avocats? Ce sont des requins. Ils mangent les vieux comme toi au petit déjeuner. Lucas. Cria Pierre, sa patience s'évaporant. Au lieu de Lucas, la porte du cockpit s'ouvrit. Le commandant Stéphane en sortit. C'était un homme corpulent au visage rouge avec 4 galons dorés sur l'épaule. Il semblait agacé d'être tiré de ses vérifications pré-vol. Il vit Chloé et s'adoucit immédiatement. Mademoiselle Chloé, dit Stéphane en forçant un sourire. J'ai entendu dire qu'il y avait du tapage. Commandant,
bouda Chloé en pointant un doigt manucuré vers Pierre. Cet homme me harcèle. Il a volé ma réservation de siège, et maintenant il menace de me frapper. Je suis terrifié à l'idée de voler avec lui. Le commandant Stéphane se tourna vers Pierre. Il ne demanda pas la version de Pierre. Il ne demanda pas à voir les cartes d'embarquement. Il vit un homme se tenant au-dessus d'une VIP blonde en pleurs. Ses préjugés remplirent le reste de l'histoire instantanément. « Monsieur », dit le commandant Stéphane, sa voix résonnant avec autorité. « Je vais devoir vous demander de prendre vos affaires et de débarquer immédiatement. » Pierre regarda le capitaine. « Pardon ? J'ai une carte d'embarquement valide. » C'est elle l'intruse. « Demandez à votre chef de cabine. » Stéphane ne regarda pas la chef de cabine. « Je suis le commandant de ce navire. J'ai l'autorité pour débarquer tout passager qui pose une menace à la sécurité ou au confort du vol. Vous contrariez une cliente premium et perturbez le départ. Prenez votre femme et sortez de mon avion ou je ferai venir la gendarmerie des transports aériens pour vous sortir de force. » Monique laissa échapper un petit sanglot. « Pierre, s'il te plaît. Allons-nous-en. Ça n'en vaut pas la peine. » Pierre regarda sa femme. Il vit l'humiliation dans ses yeux. Il vit le sourire en coin sur le visage de Chloé alors qu'elle prenait une autre gorgée de son vin. Il vit la main du capitaine reposée près du téléphone relié à la tour de contrôle. Pierre prit une profonde inspiration. Il plongea la main dans sa poche et sortit non pas sa carte d'embarquement, mais son téléphone. « Vous faites une erreur, commandant, » dit Pierre calmement. « Une erreur très coûteuse. »« C'est une menace ?» Stéphane s'approcha, bombant le torse. « Vous êtes maintenant en violation de propriété sur un aéronef. Lucas, appelle la police. Dis-leur que nous avons un passager indiscipliné refusant de débarquer. » « Pas besoin, » dit Pierre. Il déverrouilla son téléphone. Il ne composa pas le 17. Il ouvrit une application sécurisée, une icône noire avec un bouclier argenté. Il appuya sur un contact nommé Jonathan, directeur de la gestion des actifs, groupe Vanguard Sovereign. Il porta le téléphone à son oreille. « Sortez !» hurla Stéphane. « Maintenant !» « Allô Jonathan ?» dit Pierre dans le téléphone, sa voix coupant à travers les cris du capitaine. « C'est Pierre. »« Oui, je suis actuellement sur le vol Azur 9002. »« Oui, la 380. » La cabine devint silencieuse. Chloé s'arrêta au milieu de sa mastication. La mention spécifique du modèle de l'avion était inhabituelle pour un passager normal. « Jonathan », continua Pierre en maintenant le contact visuel avec le capitaine. « Déclenche la clause. » Oui, la clause de défaut dans le contrat de leasing. Reprise de possession immédiate. Je constate une rupture de contrat concernant la stipulation d'opération sûre et professionnelle. Spécifiquement, section 4, paragraphe 2. Signale aussi la ligne de crédit de la compagnie aérienne auprès de Stratford Holdings comme à haut risque. Gèle leur compte carburant. Pierre marqua une pause, écoutant la voix à l'autre bout. Oui, tout de suite. Je suis debout dans l'avion. Je veux que les moteurs soient coupés avant la fin de cet appel. Le commandant Stéphane ria. C'était un rire nerveux et confus. À qui parlez-vous? Vous pensez pouvoir arrêter un avion avec un coup de fil? Vous êtes fou. La police est en route. Pierre baissa le téléphone. Il regarda Stéphane avec un regard d'un calme terrifiant. Je n'ai pas arrêté l'avion, commandant. J'ai juste révoqué votre permission de le piloter. Cet aéronef appartient à Vanguard Sovereign Leasing. Je suis l'actionnaire majoritaire de Vanguard Sovereign. Vous n'avez pas payé vos frais de location depuis 3 mois, et je laissais passer parce que j'aimais bien le PDG. Mais vous venez d'expulser le propriétaire. Soudain, les lumières dans la cabine clignotèrent. Le faible bourdonnement du groupe auxiliaire de puissance, qui alimentait la climatisation et les lumières à la porte, crachota. Puis, silence total. Les bouches d'aération cessèrent de souffler. Les instruments du cockpit, visibles par la porte ouverte, s'éteignirent. L'avion venait d'être tué à distance. Le silence dans un Airbus A380 est lourd. Ce n'est pas un silence naturel.
C'est l'absence suffocante du support vital artificiel qui maintient 500 personnes confortables dans un tube de métal. Lorsque le courant mourut, le bruit ambiant du terminal à l'extérieur s'engouffra, le sifflement lointain d'autres jets, le cliquetis des tapis à bagages. Mais à l'intérieur, l'air commença immédiatement à devenir vicié. Le commandant Stéphane se tenait dans l'embrasure du cockpit, sa main planant toujours près du panneau de communication d'urgence, son visage, auparavant rouge de la chaleur arrogante de l'autorité, était devenu d'une teinte grisâtre maladive. Il actionna un interrupteur sur le mur. Rien. Il essaya le bus de batterie de secours. Mort. Qu'avez-vous fait? Chuchota Stéphane, sa voix se brisant. Il regarda Pierre, non plus comme un passager, mais comme un sorcier qui avait jeté un sort sur sa machine. Vous ne pouvez pas juste éteindre un avion. Pierre se rassit sur le siège imbé, le siège volé par Chloé, et croisa les jambes. Il semblait entièrement indifférent à l'obscurité. Il prit son verre de vin tiède. Je ne l'ai pas éteint, commandant, dit Pierre, sa voix calme résonnant dans la cabine silencieuse. J'ai révoqué le certificat numérique du logiciel avionique. Les avions modernes sont des ordinateurs avec des ailes, et comme tout logiciel, ils nécessitent une clé de licence valide pour fonctionner. Vanguard Sovereign Leasing vient de révoquer cette clé pour non-paiement et rupture de contrat. En gros, cet aéronef est maintenant un presse-papier de 200 tonnes. Vous mentez, hurla Chloé depuis le coin. Elle tenait son téléphone en l'air, tapant furieusement sur l'écran noir. Mon Wi-Fi a disparu, Lucas. Je ne peux pas uploader ma story. Répare le Wi-Fi immédiatement. Mademoiselle Chloé, s'il vous plaît, génie Lucas. Il utilisait sa carte de sécurité manuelle pour s'éventer. La température dans la cabine montait déjà alors que l'humidité parisienne s'infiltrait sans la climatisation pour la repousser. Ne me fais pas taire. Claqua Chloé. Elle se tourna vers Pierre, ses yeux sauvages derrière ses lunettes de soleil. Tu crois que ça me fait peur? Tu as cassé l'avion. C'est du terrorisme. C'est un crime. Je vais faire en sorte que tu pourrisses en prison. À ce moment-là, la lourde porte d'embarquement gémit. L'opérateur de la passerelle, confus par la perte soudaine de courant, avait frappé sur la coque. Un instant plus tard, 3 officiers de la gendarmerie des transports aériens, GTA, firent irruption dans l'avion. Ils transpiraient, mains posées sur leur ceinture, s'attendant à une bagarre. L'officier principal, un sergent robuste nommé Kowalski, avec une moustache épaisse et des yeux qui avaient vu trop d'ivrognes indisciplinés, scanna la scène. Il vit la cabine sombre, le steward en pleurs, la femme blonde en tailleur Chanel hurlant et le couple âgé assis calmement au milieu du chaos. Bon, qui pose problème ici? Aboya Kowalski, sa lampe torche coupant à travers la pénombre. Le commandant Stéphane se précipita en avant, désespéré de reprendre le contrôle du récit. Officier, Dieu merci. Cet homme-là, il pointa un doigt tremblant vers Pierre. C'est un pirate de l'air. Il a saboté l'aéronef. Il prétend avoir coupé les systèmes de l'avion à distance. Il refuse de débarquer et a menacé mon équipage. Le faisceau de Kowalski atterrit sur Pierre. Monsieur, levez-vous. Main en évidence. Monique halta, agrippant le bras de Pierre. Pierre, s'il te plaît. Tout va bien, chérie, dit Pierre d'un ton apaisant. Il se leva lentement, gardant ses mains ouvertes et visibles. Il ne ressemblait pas à un criminel. Il ressemblait à un grand-père prêt pour la messe. Officier, dit Pierre d'une voix égale. Je ne suis pas un pirate de l'air. Je suis le bailleur de cet aéronef. Je suis actuellement en litige avec le locataire concernant une rupture de contrat. Le capitaine a tenté de m'expulser illégalement d'une propriété que je contrôle légalement. Il ment? Cria Chloé, sautant et attrapant le bras de Kowalski. C'est un moins que rien. Il vole mon siège. Arrêtez-le. Tasez-le. Kowalski dégagea son bras de Chloé avec une grimace. Madame, reculez. Je n'ai pas besoin de votre aide. Il se retourna vers Pierre. Monsieur, vous dites que vous possédez ce jet? Ma société le possède, corrigea Pierre. Groupe Vanguard Sovereign. Je suis le président. Avez-vous une lampe UV sur vous? Le sergent Kowalski cligna des yeux.
Une lampe UV? Ouais, pour vérifier les faux papiers. Pourquoi? Éclairez le dos de ma carte d'embarquement, dit Pierre. Et ensuite demandez au capitaine de vous montrer les papiers d'immatriculation de l'aéronef dans le cockpit. Vous trouverez le nom Vanguard Sovereign listé comme propriétaire. Kowalski hésita, puis sortit une petite lampe UV de son gilet. Il prit la carte d'embarquement de Pierre. Sous la lumière violette, un filigrane caché brilla. Pas le logo standard de la compagnie, mais un bouclier holographique avec les lettres VSSG, Sherman Priority. C'était une fonctionnalité de sécurité intégrée dans les billets des investisseurs de haut niveau, conçue exactement pour les situations où l'identification était primordiale. Kowalski baissa la lumière. Il regarda la carte d'embarquement, puis Pierre. L'attitude de l'officier passa de l'agression à la confusion. D'accord, dit lentement Kowalski. Donc, vous êtes le propriétaire des murs, en gros. Pierre hocha la tête. Essentiellement. Et le locataire, il fit un geste vers le commandant Stéphane, vient de violer le bail. J'ai exercé mon droit de sécuriser l'actif. Personne ne pilotera cet avion vers la Provence ce soir, sergent. Surtout pas lui. Le visage du commandant Stéphane était pourpre. C'est absurde, officier. Allez-vous le laisser s'en tirer comme ça? Il retient 300 personnes en otage. Je ne retiens personne, dit Pierre. La porte est ouverte. Tout le monde est libre de partir. En fait, je suggère qu'il le fasse. Il va faire très chaud ici. C'est une affaire civile, grogna Kowalski, réalisant que cela dépassait largement son niveau de salaire. Capitaine, s'il possède l'avion, je ne peux pas l'arrêter pour violation de propriété sur son propre bien à moins qu'il ne devienne violent. A-t-il frappé quelqu'un? Il m'a menacé. Pleura Chloé. Il m'a regardé avec agressivité. Il a demandé à récupérer son siège, intervint Monique, sa voix tremblante mais claire. Elle se leva, lissant sa robe. Cette femme a volé nos sièges. Le capitaine a refusé de vérifier nos billets parce que, eh bien, regardez-nous et regardez-la. Kowalski regarda Chloé, qui engloutissait maintenant de l'eau d'une bouteille qu'elle avait arrachée de l'office. Il regarda Monique, digne en larmes. Il regarda le commandant Stéphane, qui transpirait abondamment, pas seulement à cause de la chaleur, mais de la réalisation naissante qu'il avait parié sur le mauvais cheval. « Capitaine, dit Kowalski, avez-vous vérifié leurs billets? J'ai été informé par la chef de cabine qu'il y avait une double réservation, bégaya Stéphane. Mademoiselle Chloé est une VIP Global Service. J'ai pris une décision de commandement. Vous avez pris une décision biaisée, corrigea Pierre. Et cela vient de vous coûter votre carrière. Soudain, le silence du cockpit fut brisé par une sonnerie mécanique stridente. C'était le téléphone satellite, la seule pièce d'équipement sur l'avion avec une source de batterie indépendante. Le commandant Stéphane le fixa. C'était le téléphone rouge, la ligne directe depuis le QG des opérations. Vous devriez répondre, dit Pierre en vérifiant sa montre. Ce sera le PDG. Il vient probablement de recevoir l'alerte que son aéronef amiral a été transformé en brique à distance. Le commandant Stéphane trébucha dans le cockpit sombre et saisit le combiné. Ici le commandant Stéphane. La voix à l'autre bout était si forte que Kowalski pouvait l'entendre depuis l'office. C'était Nicolas, le PDG d'Azur Ligne Aérienne, et il sonnait comme un homme regardant sa maison brûler. Stéphane, qu'est-ce qui se passe bordel? Nous venons de perdre la télémétrie sur le vol 9002. La société de leasing vient de nous frapper avec une commande d'arrêt et un avis de défaut de paiement. Il invoque une violation de classe A de la clause de non-discrimination des passagers. Qui as-tu viré de cet avion? La main de Stéphane trembla. Monsieur, Il y avait un litige pour le siège 1A. Un couple, monsieur et madame Pierre. Ils se disputaient avec Chloé. Il y eut un silence sur la ligne si profond qu'il semblait lourd. Puis un murmure. Tu as dit Pierre? Oui, monsieur. Pierre. Il prétend posséder la société de leasing. Espèce d'idiot. Hurla Nicolas, le son distordant le haut-parleur. Espèce d'abruti fini. Pierre n'est pas juste le propriétaire de la société de leasing.
Il a fondé la firme logistique qui expédie 70% de nos pièces de rechange. Il siège au conseil de la banque qui détient nos lignes de crédit carburant. Stéphane, passe-le-moi. Maintenant. Stéphane sortit du cockpit ressemblant à un homme marchant vers l'échafaud. Il tendit le téléphone à Pierre. C'est pour vous. Pierre ne prit pas le téléphone immédiatement. Il prit une gorgée de son eau. Il ajusta sa manchette. Il laissa Stéphane debout là, bras tendus, le servant comme un majordome. Enfin, Pierre prit le combiné. « Allô, Nicolas » dit Pierre plaisamment. « Pierre ?» La voix de Nicolas passa instantanément à un ton de flatterie désespérée. « Pierre, je suis tellement désolé. Je regarde le rapport maintenant. C'est un énorme malentendu. S'il te plaît, dis-moi qu'on peut arranger ça. » Réactive l'aéronef. Nous avons des médias à bord. Nous ne pouvons pas avoir d'annulation. Ce n'est pas une annulation, Nicolas, dit Pierre. C'est une saisie. Votre capitaine vient de m'ordonner de quitter l'avion parce qu'une influenceuse de 20 ans voulait mon siège. Il a menacé de me faire arrêter. Il n'a pas vérifié mon billet. Il n'a pas écouté la raison. Il a choisi sa VIP plutôt qu'un contrat. Je vais le virer, promit immédiatement Nicolas. Je le vire tout de suite. Je vire la chef de cabine. Je vire l'agent d'embarquement. Pierre, s'il te plaît. Cela va nous mettre en faillite. La bourse ouvre à Tokyo dans 1 heure. Si la nouvelle sort que nous avons perdu notre licence de flotte. La nouvelle est déjà sortie, Nicolas, dit Pierre en regardant Chloé. Elle était maintenant en train de diffuser à nouveau en direct, se plaignant de la chaleur, inconsciente du fait qu'elle documentait l'effondrement de la compagnie aérienne. Votre VIP diffuse les conditions à bord à 5 millions de personnes. Elle montre au monde qu'Azur Ligne Aérienne n'a plus de courant, plus de clim, et un capitaine qui fait du profilage de ses passagers. Pierre, nomme ton prix, n'importe quoi. Vol gratuit à vie, un siège au conseil, un chèque d'1 million d'euros. Pierre regarda Monique. Elle essuyait ses yeux. L'humiliation qu'elle avait ressentie il y a 10 minutes s'était durcie en autre chose. Elle regarda Pierre et secoua légèrement la tête. Elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait de la dignité. Mon prix, dit Pierre, sa voix descendant d'une octave, c'est que tu viennes personnellement ici pour nous escorter hors de cet avion. Et je veux que tu amènes la presse. Quoi? Tu m'as entendu. Je veux des excuses publiques sur le tarmac ce soir où l'avion reste mort et demain je coupe la ligne de crédit carburant. Il y eut une longue pause. Je suis au siège à Toulouse. Je ne peux pas arriver à Paris en moins d'1 heure et demie. Alors tu ferais mieux de prendre un jet rapide, Nicolas, parce que je suis confortable. Je peux attendre. Mais je ne pense pas que mademoiselle Chloé le puisse. Son maquillage commence à couler. Pierre raccrocha le téléphone. Il le rendit à Stéphane. Il sera là dans 2 heures, dit Pierre au capitaine. En attendant, je vous suggère d'ouvrir les portes et de laisser sortir les passagers de la classe économique. Il va faire très lourd ici. Le chaos qui suivit fut biblique. Alors que la température dans la cabine grimpait au-dessus de 27 degrés, les passagers à l'arrière, qui n'avaient aucune idée de pourquoi l'avion était sombre, commencèrent à se révolter. L'air était épais de l'odeur de sueur et d'anxiété. Des bébés hurlaient. Chloé perdait la tête. Pourquoi fait-il si chaud? Criait-elle, s'éventant avec une carte de sécurité. Ses cheveux parfaitement lissés commençaient à friser. Lucas, trouve-moi un ventilateur à pile. Trouve-moi des glaçons. Nous n'avons pas de glaçons, mademoiselle Chloé, craqua finalement Lucas, sa propre patience à bout. Les congélateurs sont électriques. La glace a fondu il y a 10 minutes. C'est de l'eau maintenant. C'est de la maltraitance. Hurla Chloé. Elle tourna sa caméra vers Pierre à nouveau. Cet homme nous torture. Il a éteint l'avion. C'est un monstre. Mais les commentaires sur son live changeaient. Pierre avait sorti son propre téléphone. Il ne diffusait pas en direct, mais il avait envoyé un texto à son fils, un éditeur haut placé dans un grand réseau d'information financière. Il avait envoyé un simple message, Azur Ligne Aérienne en défaut de paiement sur bail. Panique du PDG.
profilage racial du capitaine. Je suis à bord. L'histoire est à toi. En quelques minutes, la nouvelle tomba. Flash info, la flotte d'Azur ligne aérienne clouée au sol mondialement. Le géant du leasing Vanguard allègue une rupture de contrat après un incident de discrimination à CDG. Les gens regardant le stream de Chloé commencèrent à commenter. UZ77, attends, je viens de voir sur BFM. Tu as volé le siège de ce type? UZ-Fly-By, les infos disent que le vieux monsieur est le propriétaire de l'avion. MDR. Chloé, tu t'en es prise à la mauvaise personne. Sarah-Baji, Chloé, est-ce que tu es la raison pour laquelle l'avion est bloqué? Ma sœur est coincée en écho sur ce vol. Elle dit qu'il fait 32 degrés là-bas. Chloé lut les commentaires, le visage pâle. Non, il ment. Il est. Mademoiselle Chloé. Une voix tonna derrière elle. C'était un passager de la classe affaires, un grand homme en costume transpirant à travers sa chemise. Est-ce vrai? Avez-vous fait virer ces gens de leur siège? C'est mon siège, insista Chloé. Madame, grogna l'homme. J'ai une réunion de fusion en Provence demain matin qui vaut 10 millions d'euros. Si je la rate parce que vous vouliez vous asseoir au premier rang, je vais vous poursuivre pour chaque centime que vous avez. Moi aussi. Cria une femme du 4e rang. Je rate le mariage de ma fille. L'humeur dans la cabine changea violemment. Les passagers n'étaient plus en colère contre la compagnie aérienne. Ils étaient en colère contre la cause du retard. Ils étaient en colère contre Chloé. Sortez-la. Scanda quelqu'un depuis le fond. Jetez-la dehors. Chloé se recroquevilla sur le siège imbé, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, son argent et son nom n'étaient pas un bouclier. Ils étaient une cible. 2 heures passèrent. Le soleil s'était couché, plongeant complètement l'avion dans l'obscurité, sauf pour les lampes torchées des officiers de la GTA, qui étaient maintenant stationnés aux portes pour empêcher une émeute. L'air était lourd, chaud et sentait l'humanité rance. La plupart des passagers avaient été autorisés à débarquer et retourner dans le terminal, mais Pierre, Monique, Chloé et l'équipage restaient. Pierre refusait de partir avant l'arrivée du PDG. Chloé refusait de partir parce qu'il y avait une foule de passagers en colère qui l'attendaient à la porte. À 21h45, une activité effrénée éclata à la passerelle. Nicolas fit irruption dans l'avion. Il avait l'air échevelé, sa cravate de travers, la sueur brillant sur son front. Il était flanqué de 3 avocats et d'une spécialiste des relations publiques qui avait l'air sur le point de vomir. « Pierre !» cria Nicolas, se précipitant dans la cabine de première classe avec une lampe torche. Pierre, Dieu merci. Il ignora complètement Chloé. Il ignora son propre capitaine. Il alla directement vers Pierre, qui était toujours assis calmement dans le noir, éventant Monique avec un magazine. Nicolas, dit Pierre sans se lever. Tu as fait vite. Pierre, s'il te plaît, supplia Nicolas, s'agenouillant sur le sol de l'allée à côté du siège de Pierre. C'était une image frappante. Le PDG d'une compagnie aérienne multimilliardaire à genoux devant un consultant en logistique à la retraite. Rétablit le certificat. Notre action a chuté de 12% dans les échanges après bourse. Les fournisseurs de carburant à Londres nous ont déjà coupés. Nous nous vidons de notre sang. As-tu amené la presse? Demanda Pierre. Ils sont à la porte, dit Nicolas. TF1, France 2, CNN. Ils sont tous là. Bien. Pierre se leva enfin. Il aida Monique à se mettre debout. Voici ce qui va se passer. Nous allons sortir là-bas. Tu vas annoncer que le commandant Stéphane a été relevé de ses fonctions pour négligence grave et conduite discriminatoire. Tu vas annoncer que mademoiselle Chloé a été bannie à vie d'Azur ligne aérienne pour agression verbale et perturbation des opérations de vol. Et ensuite, tu vas présenter tes excuses à ma femme. Fais, dit immédiatement Nicolas. Fais. N'importe quoi. Attendez. Hurla Chloé. Elle avait l'air hagarde. Son maquillage était ruiné, ses cheveux un désastre. Vous ne pouvez pas me bannir. Je suis Chloé. Mon père va acheter cette compagnie aérienne. Nicolas se tourna vers elle avec une férocité qui surprit même Pierre. Ton père?
cracha Nicolas. Jean-Pierre vient de m'appeler. Il essaie de prendre ses distances avec toi si vite qu'il va avoir un coup du lapin. Tu sais combien d'argent ton petit coup a coûté à son portefeuille? Il possède des actions dans ma compagnie. Espèce d'idiote. Tu viens de couler son investissement. La bouche de Chloé s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Sors de mon avion, siffla Nicolas. Police, escortez cette femme hors des lieux et assurez-vous que la presse la voit bien. Le sergent Kowalski s'avança, un sourire sombre sur le visage. Avec plaisir. Mademoiselle Chloé, on y va. Ne me touchez pas. Cria Chloé alors que Kowalski attrapait son bras. Ils la traînèrent dehors en premier. Par la porte ouverte, les sons du terminal entrèrent, des huées et le cliquetis rapide des obturateurs d'appareils photo. La marche de la honte de Chloé était diffusée en direct au monde entier. Ensuite, ce fut le tour du commandant Stéphane. Nicolas, s'il te plaît, implora Stéphane, essuyant la sueur de ses yeux. Je suis avec cette compagnie depuis 15 ans. Et tu as tout fini en 15 minutes, dit froidement Nicolas. Donne tes épaulettes. Tu ne descends pas de cet avion en tant que capitaine. Les mains tremblantes, Stéphane déboutonna les galons dorés de ses épaules. Il les tendit au PDG. Il sortit de l'avion, un homme brisé, la tête basse, disparaissant dans la foule moqueuse. Enfin, Pierre et Monique s'avancèrent dans l'allée. On y va? Pierre offrit son bras à sa femme. Monique le regarda. Elle regarda la suite de luxe qui avait été le théâtre de tant de laideur. Je ne pense pas vouloir aller en Provence, Pierre. Pas ce soir. Nous n'allons pas en Provence avec cette compagnie, sourit Pierre. Certainement pas. Mais j'ai passé un appel pendant qu'on attendait. Le jet d'entreprise Vanguard chauffe sur l'aérodrome privé du Bourget, et je crois que le traiteur inclut du vrai champagne millésimé, pas cette piquette tiède. Ils sortirent de l'avion. Alors qu'ils émergeaient de la passerelle dans le terminal, les lumières aveuglantes des caméras les frappèrent. Des microphones furent tendus vers leur visage. Monsieur Pierre, est-ce vrai que vous avez fermé la compagnie? Madame Monique, qu'est-ce que mademoiselle Chloé vous a dit? Nicolas se plaça devant les microphones, levant les mains. Il avait l'air vaincu. Mesdames et messieurs, annonça Nicolas, sa voix résonnant dans le terminal. Au nom d'Azur Ligne Aérienne, je voudrais présenter des excuses publiques formelles à monsieur et madame Pierre. Nous les avons déçus ce soir. Nous avons permis aux préjugés et aux sentiments de droit de supplanter notre contrat et notre moralité. Avec effet immédiat, le capitaine du vol 9002 a été licencié, et nous restructurons tout notre protocole de formation concernant les passagers VIP. Il se tourna vers Pierre et Monique. Je suis profondément désolé. Pierre hocha la tête, acceptant les excuses, mais sans sourire. Il se pencha vers le microphone. La dignité, dit Pierre, sa voix portant sans crier. C'est la seule monnaie qui compte. Vous ne pouvez pas l'acheter avec un billet de première classe, et vous ne pouvez pas l'enlever avec un uniforme. Souvenez-vous-en. Pierre guida Monique à travers la foule qui s'écartait. Ils ne regardèrent pas en arrière le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. Ils marchèrent vers la sortie, vers la voiture noire qui les attendait pour les emmener vers un avion où ils seraient les seuls passagers et où le seul nom sur le manifeste était « propriétaire ». Mais l'histoire n'était pas finie. Le karma, comme Pierre le savait, fonctionne par ondes. L'éclaboussure avait eu lieu. Maintenant, les vagues étaient sur le point de s'écraser contre le rivage, et elles noieraient tous ceux qui s'étaient tenus du mauvais côté de l'histoire. Alors que Pierre et Monique sirotaient du cristal frais sur leur Gulfstream GS 650, croisant à 13 000 mètres d'altitude, Chloé était assise sur une chaise en plastique dans une cellule de garde à vue à l'aéroport, réalisant que son téléphone avait été confisqué comme preuve. Elle ne savait pas encore que l'Internet avait trouvé ses vieux tweets. Elle ne savait pas que son père rédigeait actuellement un communiqué de presse désavouant ses actions. Elle ne savait pas que le vrai retour de bâton ne faisait que commencer. Le lendemain matin de l'incident à CDG, le monde se réveilla avec une nouvelle méchante. Ce n'était pas un politicien ou un seigneur de guerre. C'était une fille de 22 ans en tailleur Chanel hurlant sur une grand-mère. Chloé était assise à l'arrière de la Maybach de son père, protégeant son visage des paparazzis qui envahissaient le commissariat d'où elle venait d'être libérée sous caution. Elle alluma son téléphone, s'attendant à voir du soutien de sa communauté, sa base de fans loyale de 5 millions d'ados.
Au lieu de cela, elle vit un cimetière. Ses commentaires Instagram étaient désactivés par la plateforme en raison d'un harcèlement excessif. Son compte TikTok avait été signalé en masse et suspendu. Mais les vrais dégâts étaient sur X, anciennement Twitter. Le hashtag Azur raciste était en tendance numéro 1 mondialement, suivi de près par Bannissez Chloé. Papa, pleurnicha Chloé en regardant l'homme assis à côté d'elle. Jean-Pierre était un titan des médias, un homme qui pouvait tuer une histoire avec un coup de fil. Mais aujourd'hui, il n'était pas au téléphone. Il fixait la fenêtre, la mâchoire serrée si fort qu'une veine palpitait sur sa tempe. « Tais-toi, Chloé, » dit Jean-Pierre calmement. Mais il mente. Ce vieux type. Il m'a piégé. Tu dois le poursuivre. Tu dois poursuivre la compagnie aérienne. J'ai été humilié. Jean-Pierre se tourna vers elle. Ses yeux étaient froids. Le poursuivre? Sais-tu qui est Pierre? J'ai demandé à mes analystes de vérifier le groupe Vanguard Sovereign ce matin. Ils ne louent pas juste des avions, Chloé. Ils détiennent la dette sur l'immeuble où se trouve le siège de ma chaîne. Si je le poursuis, il exige le remboursement du prêt. Nous serions à la rue dans 90 jours. Il jeta une tablette sur ses genoux. Lis ça. C'est un communiqué de presse. Ça part dans 10 minutes. Chloé lut le titre, son souffle se coupant. Kensington Media annonce le congé indéfini de Chloé de tous les postes au conseil. Dont de 5 millions d'euros promis à la LICRA. Tu me vires, chuchota TL. Je sauve l'action, dit Jean-Pierre. Tu es toxique. Tu es fini. Tu pars en retraite bien-être dans un monastère isolé dans les Alpes. Pas de téléphone, pas d'internet pendant 6 mois. Non. Hurla Chloé, attrapant la poignée de la porte. Je n'irai pas. J'ai une marque. Tu n'as rien. Rugit Jean-Pierre, perdant enfin son calme. Tu es un passif. Alors que l'empire Kensington se fissurait, Azur Ligne Aérienne essayait de survivre aux retombées nucléaires. Nicolas, le PDG, était assis dans une salle de réunion qui sentait le café rassis et la peur. L'action avait ouvert à 45 € l'unité. Elle s'échangeait actuellement à 12 €. Nous avons besoin d'un bouc émissaire, dit Nicolas en se frottant les tempes. On a viré Stéphane. On a banni la fille. Pourquoi l'action chutait-elle encore? Parce que Vanguard n'a pas rallumé les avions, dit la conseillère générale, une femme au très fin nommée Sandrine. Pierre n'a pas levé la révocation du certificat. Toute notre flotte des A380 est clouée au sol. C'est 40% de notre capacité. Nous perdons 3 millions d'euros par heure. Appelle-le, aboya Nicolas. Offre-lui plus d'argent. Il ne veut pas d'argent, Nicolas, dit Sandrine sombrement. Il a intenté un procès ce matin. Il ne demande pas de dommages et intérêts. Il demande la dissolution du conseil d'administration. Il ne peut pas faire ça, ricana Nicolas. C'est un bailleur, pas un actionnaire. Il l'est maintenant. Sandrine glissa un dossier sur la table. Pendant que vous dormiez, Vanguard Sovereign a exécuté un échange de dettes contre équité basé sur la clause de défaut que vous avez déclenchée. À 9 h ce matin, Pierre possède 51% d'Azur Ligne Aérienne. Il ne veut pas un règlement. Il veut une OPA hostile. Nicolas sentit le sang quitter son visage. Il se leva, ses genoux tremblants. Préparez le jet. Je vais le voir. Vous ne pouvez pas, répondit Sandrine doucement. Il vous a viré il y a 10 minutes. La sécurité monte pour vous escorter dehors. Le rebondissement n'était pas que la compagnie aérienne s'était écrasée. Le rebondissement était que Pierre n'avait pas juste arrêté l'avion. Il avait avalé l'entreprise tout entière. 6 mois plus tard, le changement de marque d'Azur fut subtil mais significatif. Le nom fut changé en Sovereign Air. L'assurance plaquée hors de l'ancienne marque fut remplacée par un professionnalisme gris ardoise. Les suites résidences étaient toujours là, mais l'algorithme de priorité avait été réécrit. Maintenant, les surclassements n'étaient pas basés sur les scores des réseaux sociaux ou les noms de familles célèbres. Ils étaient basés sur les miles de fidélité et une loterie aléatoire pour les passagers de classe éco. Pierre était assis dans le même salon à CDG, buvant la même badoie, mais cette fois le salon était plus rempli. L'atmosphère était plus légère.
Monsieur Pierre, un jeune concierge s'approcha de lui. Votre vol pour la Provence est prêt. Le commandant Kowalski vous pilote aujourd'hui. Pierre sourit. Il avait personnellement embauché l'ancien sergent de la GTA, qui avait été pilote commercial dans une vie antérieure avant de rejoindre les forces de l'ordre, pour piloter la route phare. C'était peut-être une petite touche mesquine, mais Pierre appréciait la symétrie. Merci, dit Pierre. Et monsieur, le concierge hésita. Il y a une jeune femme qui postule pour un emploi à l'accueil. Elle insiste qu'elle vous connaît. Elle cause un peu de scandale. Pierre haussa un sourcil. Vraiment? Voyons voir. Il sortit dans le hall principal. Là, se disputant avec le responsable du recrutement, se trouvait Chloé. Elle avait l'air différente. Le tailleur Chanel avait disparu, remplacé par une blouse en polyester générique et un pantalon noir, l'uniforme d'une serveuse dans une cafétéria d'aéroport type brioche dorée. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné. Elle avait l'air fatiguée. Je vous dis que j'ai de l'expérience en gestion, suppliait Chloé. J'ai géré une marque. J'ai un bon contact humain. Mademoiselle Chloé, soupira le responsable. Votre vérification d'antécédents a un drapeau rouge gros comme le Texas. On ne peut pas vous embaucher pour le salon. Nous avons des standards. Chloé se retourna et vit Pierre. Pendant un instant, le vieux feu brilla dans ses yeux. Elle se redressa, lissant son pantalon bon marché. Toi, cracha-t-elle. Tu as fait ça. Tu m'as tout pris. Mon père ne me parle plus. J'ai dû vendre mes sacs pour payer mon loyer. Je sers des sandwichs aux touristes. Pierre la regarda. Il ne ressentait plus de colère. Il ressentait juste une pitié lointaine. Je ne t'ai rien pris, Chloé, dit Pierre doucement. Je t'ai juste empêché de prendre des choses aux autres. Tu avais un ticket d'or, et tu y as mis le feu pour voir s'il brûlerait. Il a brûlé. Donne-moi un travail, exigea-t-elle, sa voix se brisant. Je sais qui tu es. Tu possèdes cet endroit maintenant. Donne-moi juste une chance. Je ferai n'importe quoi. Je nettoierai les toilettes. Pierre regarda le responsable du recrutement. Elle dit qu'elle est prête à nettoyer. Le responsable hocha la tête. Nous avons une ouverture dans les services de nettoyage. Équipe de nuit, SMIC. Pierre regarda Chloé à nouveau. C'est un travail honnête, un travail dur. Ça pourrait apprendre la valeur d'un euro ou d'un siège. Chloé le fixa, les larmes coulant sur son visage. L'humiliation était totale, mais elle n'avait plus de fonds de fiducie. Plus d'abonnés, plus de choix. Je le prends, chuchota-t-elle. Pierre hocha la tête et s'éloigna. Il monta à bord de son avion où Monique l'attendait avec une coupe de champagne, froid, vif, et servi par une hôtesse de l'air qui savait que la seule chose qui comptait était la gentillesse. Alors que l'avion roulait sur la piste, Pierre regarda par le hublot. Il vit une silhouette en combinaison grise poussant un seau de nettoyage à travers le sol du terminal. Il ferma le store. Les moteurs rugirent à la vie des moteurs qu'il possédait, sur un emploi du temps qu'il contrôlait. Le pilote prit la parole. Bonsoir à tous. Ici le commandant Kowalski. Nous avons l'autorisation pour une route directe vers la Provence. La météo est calme. Le ciel est dégagé. Et ici chez Sovereign Air, nous respectons chaque passager. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez du vol. Pierre prit la main de Monique. Enfin, dit-il. On va en Provence. Le karma n'est pas juste un concept. C'est une loi de la physique. Chloé pensait que son statut la rendait légère, capable de flotter au-dessus des règles de la décence commune. Elle n'a pas réalisé que plus on flotte haut, plus on tombe dur quand quelqu'un coupe la ficelle. Pierre n'a pas juste défendu son siège. Il a défendu la dignité de tous ceux qui ont déjà été regardés de haut. Cette histoire nous rappelle que le vrai pouvoir ne crie pas. Il chuchote. Et quand il parle, il change le monde.